Avant de démarrer cet épisode, je voulais d'abord vous souhaiter une merveilleuse année 2023 et vous faire part d'une grande nouvelle qui nous réjouit beaucoup. La campagne J'aime mon métier a dernièrement inspiré le gouvernement bruxellois dans le cadre des accords pour le non-marchand signés l'année dernière. Ceci vise à revaloriser le secteur non-marchand et ses professionnels. C'est pourquoi la COCOF, la COCOM et Iriscare ont décidé de soutenir le projet afin de maximiser l'impact de la campagne. J'aime mon métier s'intéresse désormais à tous les métiers du secteur associatif et non marchand, et cette aide financière nous aidera à communiquer davantage vers les professionnels, les écoles et le grand public. Nous pourrons aussi compter sur l'aide des administrations, des fédérations patronales et des partenaires sociaux. Vous aussi, chères auditrices et auditeurs de plus en plus nombreux, vous pouvez nous aider à faire un maximum de bruit. Partagez ce podcast autour de vous, notez-le de 5 étoiles et inscrivez un commentaire en dessous de notre podcast. Il nous aidera à monter dans les recherches et à atteindre davantage de monde, car vous le savez déjà si vous nous écoutez, ces histoires méritent qu'on les raconte. Et puis si vous pensez qu'une personne pourrait être interviewée pour son parcours inspirant, n'hésitez pas, une seule adresse, podcast@guidesocial.be. Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier, le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Choisir son métier est parfois intimement lié à son histoire de vie. Le métier de Valentine fait écho dès son enfance, avec un parcours scolaire qu'elle qualifie de chaotique et ce sentiment de ne jamais rentrer dans les cases. Aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe des enfants qui débordent. Valentine est psychoéducatrice. Formée au Québec, elle a trouvé dans la psychoéducation le 4x4 de la psychologie, aidant autant les enfants que les parents, les enseignants et les professionnels à sortir des clichés et à aller réveiller le feu intérieur de chaque être humain. Diagnostiquée TDAH à l'âge de 25 ans, elle a fait de son fardeau une force qui l'amène à relever tous les défis qui lui passent par la tête. Dont une de ses plus belles réalisations, le projet de la plateforme psychoéducation.be, qui aide des milliers de personnes à se former. On part à la rencontre d'une personnalité aussi atypique qu'attachante et qui ne se fixe aucune limite. Bonjour Valentine. Bonjour Émilie. Comment tu te sens ? Je me sens bien. Je suis ravie d'être de ce côté du micro pour une fois. Pour une fois, oui. Bah, je te propose de te présenter, puis de nous présenter ce fameux métier dont tu es venue nous parler. Alors donc moi je m'appelle Valentine Ancio, je suis psychoéducatrice de formation. C'est une discipline québécoise que je suis allée étudier au Québec après mes études de psycho. Il y a une petite vingtaine d'années, dans les études de psycho, on parlait beaucoup de psychanalyse. Et moi en fait, je comprenais déjà pas grand-chose, pour être honnête. Et en plus, la population que j'adorais, c'était des enfants en troubles du comportement qui du coup se faisaient souvent éjecter du système scolaire. Et donc voilà, moi ça me touchait en plein cœur. Et Freud ne m'aidait pas beaucoup, pour être très honnête. Et donc, j'ai décidé de partir au Québec pour étudier cette psychoéducation, qui est le 4x4 de la psycho, qui est vraiment une psycho super concrète, super outillante, autant pour les intervenants que pour les parents, que pour les enfants, les ados. Et donc, au quotidien, en tant que psychoéducatrice, qu'est-ce que tu fais ? Alors, j'ai une consultation ici à l'hôpital Delta et à Pédiaplus à Namur, où je reçois donc ces enfants qui ne rentrent toujours pas dans la case. Je dirais que ça prend quand même 15% de la population. Hein, si je mets les enfants avec des troubles 10, les enfants avec un TDAH, ou les enfants qui vivent de l'hypersensibilité ou un mode d'emploi, une singularité, on va dire, toute simple, qui fait qu'ils ne se sentent pas toujours à leur place. La consultation est assez remplie, même si je ne fais pas que ça, parce que avec mon associée Stéphanie de Chatzen, on a créé psychoéducation.be, qui vise justement à outiller les thérapeutes, les enseignants, les parents, à pouvoir dealer au quotidien avec ces enfants qui sont évidemment pas toujours simples à manager. Hein. Donc c'est pas des pauvres petits chatons qu'on met dans
dans Deloitte. Hein. C'est pas du tout ma façon de travailler avec eux. L'idée, c'est vraiment de leur faire comprendre leur mode d'emploi, comment ils fonctionnent, de trouver des stratégies qui peuvent leur permettre de traverser la vie, mais aussi de pouvoir aussi les cadrer parce que certains en ont évidemment besoin. Et donc, on a beaucoup de logopèdes, de neuropsychologues et de thérapeutes qui viennent se former justement pour compléter leur approche qui est plus cognitive. Et nous, notre approche, elle est plus psycho-affective, en fait. Ouais. Et donc, voilà, donc c'est un petit peu ça que je fais au quotidien. Et qu'est-ce qui fait que ce métier te passionne, ça se voit autant? Est-ce que tu faisais partie de ces enfants qui n'étaient pas vraiment dans les cases à la base? Tout à fait. Donc moi, j'ai une scolarité vraiment chaotique. 2e primaire, je me souviens que mon prof m'ennuyait. Enfin, je me souviens d'un ennui, mais terrible en classe. Vraiment, ce drill cognitif, ces feuilles à la chaîne, je souffrais le martyre. Et donc, je m'envolais dans... je ne sais pas sur quelle planète. Donc, j'avais des mauvais points. Donc, j'étais résignée. J'ai compris par ces points, par ces remarques dans mon journal de classe, que j'étais plus ou moins demeurée. Franchement, c'est comme ça que je me suis considérée toutes mes primaires. Je suis rentrée en secondaire et là, j'ai appris quand même un truc, c'est que j'étais bonne pour me faire des copines. Donc ça, je me suis dit, tout n'est pas fichu. Mais à l'époque, je ne valorisais pas ça spécialement. Mais donc, c'était quand même très utile parce que mes copines faisaient mes devoirs. Donc, je commençais à avoir des stratégies pour survivre. Hein, parce qu'en fait, quand on est mauvais à l'école, à un moment donné, il faut trouver des stratégies. Et puis là, je suis allée en internat. Je me suis fait encore plus de copines. Elles m'aidaient à répéter, elles me filaient leurs notes. Parfois, elles me faisaient un petit devoir. Enfin, voilà. Et moi, en fait, je les embarquais dans mes aventures en échange. Moi, j'adorais piquer les clés des éducateurs. Je faisais du trafic de clés dans l'internat. Enfin, bref, je m'éclatais. Je mettais du cif dans la fontaine. Des tas de choses. Ça m'amusait beaucoup. Et donc, il y a une prof à qui je dois vraiment quand même mon estime de moi, qui est née, je pense, lors de mes 14 ans. Elle m'a dit, toi, Valentine, tu as du leadership. Et j'étais là, c'est quoi ça? Et donc, elle m'a dit, mais toi, tu sais mener les gens au meilleur d'eux-mêmes. T'emmènes tout le monde avec toi, quoi. Et on avait des bulletins de comportement où on encourageait finalement ma personnalité pour la première fois. Et donc, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Et je me suis complètement détachée de ces points. Je me suis dit, en fait, du moment que je passe, en fait, maintenant... Après ces 3 ans à l'internat, je décide de retourner dans l'enseignement classique, dans une école à Namur. Et là, je me retrouve dans une énorme école où il y a je sais pas combien de milliers d'élèves, où je deviens un inconnu, en fait, de mes professeurs. Et là, mes stratégies ne fonctionnent plus. Et donc, je vis du décrochage scolaire. Le PMS m'appelle au mois de mai, me dit « Je crois que ça ne va pas ». Je dis « Ah bon, vous avez remarqué ? Non, ça ne va pas ». Et donc, je double mon année. Et là, mon père me dit « Je ne me suis pas beaucoup occupée de ta scolarité, mais là, laisse-moi m'occuper de ton été ». Et donc, il m'inscrit à Lourdes en pèlerinage au mois d'août. Et là, je m'occupe de personnes avec différents handicaps physiques, mentaux. Et je m'éclate, mais... Franchement, j'ai vu ma meilleure vie. Voilà, une expérience humaine hyper puissante. Moi, je découvre le monde du handicap que je connaissais pas du tout. Je me dis, mais waouh, qu'est-ce que c'est génial de travailler avec des personnes différentes. J'adore ça. Et voilà. Et donc, vraiment, c'est l'expérience de ma vie à ce moment-là. Et quand je rentre de Lourdes, mon père me dit, je t'ai inscrite dans une école technique en éducation de l'enfance. Et là, voilà, la révélation se poursuit, en fait. Vraiment, ma vocation est née. Voilà, j'ai des stages dans les écoles des devoirs, des stages dans des foyers pour personnes handicapées ou pour enfants placés. Et là, vraiment, je nage dans le pur bonheur. Je n'ai jamais autant bossé de ma vie. Je crée des jeux jusqu'à minuit tous les jours. Et donc, je termine ma réto avec 98%. Et donc, c'est le miracle de Lourdes. Parce que finalement, j'y suis arrivée. Et voilà. Et la suite, donc, des études de psycho et puis la psychoéducation. Et donc, ça, c'est un peu pour raconter pourquoi je fais tout ça. Mais parce que, en fait, c'est tellement génial de trouver ce petit feu qui s'allume à l'intérieur de soi. Et donc, de pouvoir l'allumer chez mes patients ou en tout cas aider des professionnels même, parce qu'il y a des professionnels qui ne l'ont pas encore tout à fait allumé. Et l'allumer chez des adultes, c'est aussi tellement chouette. Et de dire que quand on trouve ça, en fait, on a une énergie qui est énorme parce qu'on sait pourquoi on fait les choses, c'est agréable, on n'est plus dans une lutte et ça, c'est vraiment précieux. Ce qui est particulier chez toi, c'est que finalement, tu l'as trouvé un peu toute seule, aidée par tes parents, heureusement qu'ils ont eu les bonnes intuitions. Mais t'as pas été accompagnée par des professionnels petites ou c'était jamais. Pas vraiment ce qu'on faisait à l'époque. Je ne sais pas si ça existait. Oui. En fait, moi, je pense qu'on parlait pas de troubles d'apprentissage à l'époque.
Oui, on parlait un peu. C'est ce que tu penses que tu avais du coup? Alors, donc, j'ai eu un diagnostic de TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. À Donc, quel âge alors, je l'ai eu à 25 ans, donc après mes études supérieures. Donc, en fait, j'ai fait mon mémoire sur le sujet. Et puis là, j'ai eu des révélations à chaque page de recherche. Et j'ai été confirmée ça par un psychiatre qui m'a dit, oui, ça semble assez évident. Et quand j'ai retrouvé tous mes bulletins, voilà, c'était des critères diagnostiques l'un après les autres. J'aurais eu ça enfant, on m'aurait expliqué finalement que j'avais juste un mode d'emploi différent. Je ne me serais pas dit, je suis bête, je suis fichue, je suis résignée. Moi, je n'avais jamais envisagé des études universitaires. Moi, je me suis dit, Or, en fait, quand on est passionné, le TDAH, la passion répare le cerveau. J'aime ça dire ça aux enfants qui viennent me consulter. Et c'est ça, d'aller chercher qu'est-ce qui te passionne. Voilà, c'est le plus beau cadeau qu'on peut qu'on peut s'offrir, en fait. Ouais, tu en as rapidement fait une force, en fait. Aujourd'hui, on me dit, on t'enlève ton TDAH. Je dis non, je le garde. C'est trop bien, c'est vraiment génial. Parce que c'est de la créativité à foison. J'ai pas peur de grand-chose dans le sens où je prends des risques. J'analyse pas. Donc, dans le TDAH, il y a une composante qui est l'impulsivité. Je suis hyper impulsive. Alors, parfois, c'est effectivement casse-gueule. Mais je veux dire, je me dis, allez, si je sens que c'est bon, si je sens que ce que je fais, ça va marcher, qu'il va y avoir une réponse, j'y vais, je me pose pas 36 000 questions. Et donc, ça, c'est, je dirais, quand même intéressant. Tu parles souvent des enfants qui débordent, Ouais. C'est vraiment ça, c'est déborder d'émotions. Oui, c'est vraiment des enfants qui débordent de tout, d'excitation parfois, de créativité, de colère, mais de joie aussi, de gentillesse. Et donc l'idée, j'aime beaucoup leur dire qu'ils sont au volant d'une Ferrari qu'ils ne savent pas conduire. C'est cool une Ferrari, quoi. C'est vraiment génial, mais si tu n'es pas à la conduire, tu fais des accidents tout le temps. Par contre, si tu arrives à la conduire, ça devient vachement intéressant. L'idée, c'est ça, c'est pouvoir vivre avec les autres malgré sa singularité et en l'acceptant finalement pleinement. Du coup, tu termines ta formation en éducation de l'enfant et tu te lances dans un bachelier en psychologie à Mariapps. Tu disais tout à l'heure que Freud ne t'avait pas totalement satisfaite. Tu prends alors la décision de partir étudier la psychoéducation au Canada. Qu'est-ce qui t'a motivée à partir étudier là-bas ? Moi, c'est ça. Je dirais que j'étais jeune, j'en faisais une expérience à l'étranger. Le Québec, ça avait l'air d'être l'Eldorado de la psycho. Et donc, je me suis dit, go, quoi. L'Université du Québec à Trois-Rivières m'a acceptée, qui est une petite université qui ressemble un peu à l'UCL, à Louvain-la-Neuve, dans une petite ville étudiante. Et voilà, donc me voilà avec ma petite valise à l'auberge de jeunesse à devoir me trouver un appart et étudier la psychoéducation que je connaissais pas tellement. J'avais un peu lu, mais je me suis dit ça a l'air bien. J'avais pas été plus loin, donc ça fait partie des risques qu'on prend quand on a un TDAH. On se dit ça a l'air bien, on y va. Et en fait, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Donc là, j'ai la chance de pouvoir étudier, mais aussi travailler. Donc j'ai vraiment eu des conditions incroyable comme étudiante là-bas. Donc, j'étais payée pour faire mon mémoire. Je ne sais pas si on peut imaginer des conditions aussi géniales. J'étais l'assistante d'un professeur que j'estime encore aujourd'hui énormément, qui fait des congrès dans le monde entier sur le TDAH, sur le haut potentiel. Donc, au début, je faisais mes travaux et c'était beaucoup des travaux. On ne devait pas étudier, c'est des travaux de réflexion. Et donc, au début, j'avais des travaux à 12, 13. Et en fait, le prof me dit, mais je te le rends. Et en fait, je ne coterai que quand tu auras 20. Et donc, en fait, c'était super intéressant comme démarche parce que plutôt que de dire on se contente de peu, et c'était hyper bienveillant, on avait vraiment des pistes d'amélioration pour avoir 20, quoi. Ils m'ont vraiment appris la rigueur, mais avec énormément de bienveillance. Et ça, personne ne me l'avait appris jusque-là. Et je trouve que c'est un énorme cadeau que de se dire je ne te cote pas tant que tu n'as pas 10 sur 10 ou 20 sur 20. En fait, c'est vraiment une source d'apprentissage énorme. Et en fait, les fois d'après, je le faisais. Je n'attendais pas de corriger 5 fois. Je savais finalement comment correspondre aux attentes. Incroyable. C'est ce que tu conseilles en fait aux parents aussi, quand tu parles de cadre et de bienveillance, d'avoir écouté quelques-uns de tes projets, tes podcasts, quand tu parles de tout ce qui est pédagogie positive et tout ça, c'est vraiment ça. C'est ça, c'est de jamais considérer ces enfants comme des victimes. Ouais. Je veux dire, ce sont des enfants qui ont un mode d'emploi particulier. C'est pas des pauvres petites victimes qu'il faut protéger, dont il faut pas être trop exigeant parce que, franchement, il a du mal à se concentrer ou il est hyperactif. Faut pas trop lui en demander. Pas du tout. Pour moi, il faut rester exigeant avec eux parce que la société le sera toujours. Et puis, ils ont un potentiel énorme. Donc, pour moi, c'est les sous-estimer que, finalement, de tout leur passer ou de ne pas être exigeant vis-à-vis d'eux.
Parfois, je vois des désastres d'enfants qui ne s'habillent toujours pas à 9 ans, qui ne dorment pas dans leur lit, enfin, des espèces de trucs où, voilà, l'éducation positive que positive a fait n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on leur a tout passé, on a été super bienveillants, mais on n'a pas été du tout cadrant, et donc ça, c'est la catastrophe. Donc, l'idée, c'est un peu de remettre du cadre et de se dire, maintenant, c'est terminé, les vacances, on s'y remet, t'es un grand garçon, t'as 9 ans, à partir de demain, tu t'habilles tout seul et tu dors dans ton lit, et c'est parti, tu vas voir, tu vas être super fier de toi. Et tes parents aussi. Mais du coup, toi, tu quittes Trois-Rivières bourré d'estime de toi, d'apprentissage. Vraiment. Alors t'as trouvé ta voie. C'était quoi ton gros rêve en rentrant en Belgique? En quittant, je me dis, j'ai envie de monter un cabinet où je vais aider, en tout cas, ces enfants. Donc, clairement, ça, c'était mon grand rêve. Et j'avais envoyé une lettre au ministère de l'Éducation. J'avais écrit une lettre, Madame, Monsieur, voilà ce que j'ai fait. Je suis partie 3 ans au Québec. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, on peut travailler ensemble. Je n'avais aucun espoir sur cette lettre. Et il se trouve que j'ai été engagée par l'Institut en formation en cours de carrière pour former les enseignants. Et là, j'avais 25 ans. Et donc, voilà, à 25 ans, en train de former les enseignants, alors que je n'ai jamais enseigné, que je suis juste partie à la conquête de mes idéaux que je transmets à l'époque donc à ces enseignants à Cartan pour l'IFC. Et alors, je suis aussi éducatrice en même temps dans un foyer pour jeunes placés par le juge, où là, j'expérimente quand même un petit peu tout ce que j'ai appris au Québec. Et donc, super formateur. Enfin, je veux dire, 25 ans, enfin, ce qui est génial, c'est qu'on a plein d'énergie, on a plein de rêves, on a plein d'idéaux. Donc, voilà, ce que je donne aux enseignants, c'est ça. Ce que je donne aux jeunes que j'accompagne dans ces foyers, où c'est des jeunes très précarisés, soit orphelines, soit de parents, qui sont drogués ou alcooliques, donc qui ne sont pas compétents pour s'en occuper. Donc, moi, je me dis, les filles, de nouveau, même démarche. Franchement, vous êtes dans la merde. Je leur disais vraiment, socialement, désolé, quoi. Vous avez 17 ans, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de famille. La seule carte qui vous reste, c'est l'école, quoi. Donc, en fait, soit vous la jouez, soit, en fait, vous allez au CPAS en sortant. Et donc, j'étais vraiment comme ça. Je leur parlais vraiment comme ça. Donc, c'est pas super bienveillant, hein. Enfin, je leur disais, évidemment, en tout cas, je leur disais vraiment que je les aimais profondément, que j'espérais vraiment qu'elles allaient s'en sortir. Mais voilà, j'étais très principe de réalité. Ils n'ont pas toutes réussi, hein, mais je trouve que je les suis sur Facebook, leurs trajectoires de vie sont franchement plutôt chouettes, compte tenu finalement de leur histoire. Et entre-temps, donc, j'ai rencontré Steph, mon associé, et donc on a commencé à créer psychoéducation.be, où on a commencé à diffuser notre contenu auprès des professionnels et des parents. On va évidemment parler de psychoéducation.be. Avant ça, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels sont les outils que tu emploies au quotidien dans ton cabinet. Quand tu expliques, ça paraît tellement en fait logique, tout ce que tu dis. Mais comment tu t'y prends? Parce qu'on serait plus à y arriver si c'était si simple. Alors, je ne dis pas que c'est si simple, c'est que je réussis avec tous. Hein. Certains... en une séance, il y a des miracles, d'autres, ça prend plus de temps. Je peux en partager quelques-uns. On a une chaîne YouTube, hein, on en partage d'ailleurs sur psychoéducation.be, tapez ça sur YouTube, on en partage quelques-uns. J'irais déjà, la première chose, c'est d'apprivoiser son petit dialogue intérieur. C'est pas de nous, l'idée vient de Marijke Bishop, qui est une psychologue néerlandophone qui est formidable. Elle a matérialisé ça par 2 marionnettes, Posy et Nega. La petite voix positive qui nous encourage, qui nous dit « vas-y, t'es capable, tu vas y arriver ». Et la petite voix négative qui nous dit « je suis nulle, j'y arriverai pas, c'est trop dur, j'ai pas envie, j'en ai marre ». Et donc déjà de prendre conscience de ce petit dialogue intérieur avec ces petites marionnettes, déjà, c'est une révélation pour certains enfants. Si on parle des devoirs, par exemple, faire ses devoirs avec Posy, vas-y, tu vas y arriver, en moins de 15 minutes ce soir, on plie ses devoirs. Tandis qu'avec Nega, j'ai pas envie, ça me saoule, je vais aller boire un petit verre d'eau. Et donc, il prend conscience finalement des stratégies d'évitement que Nega va lui apporter. Et donc, il va matérialiser que il va comprendre que ses devoirs vont lui prendre la soirée s'il écoute Nega, parce qu'en plus, Nega, il casse le cerveau. Donc, on ne sait pas réfléchir si on est avec Nega. On ne sait plus faire des calculs, on ne sait plus rien faire. Tandis que Posy, au contraire, il met de l'essence dans le cerveau et donc ça fonctionne super bien. Il y a beaucoup d'anxiété chez les enfants. Les facteurs sont multiples, mais un des facteurs, c'est la surprotection des parents. Donc, en fait, on ne veut pas que nos enfants soient malheureux. Hein. En tant que parents, c'est terrible. On veut qu'ils soient heureux tout le temps. Et en fait, la vie, c'est pas ça. Donc, la vie, c'est de pouvoir surfer, finalement, sur les différentes épreuves qu'elle nous apporte. C'est pouvoir dealer aussi avec les émotions qu'on ressent. Et en fait, la peur n'est pas dangereuse. Cette petite phrase, je trouve qu'elle est
super apaisante, quoi. Et la peur, elle disparaît quand on la rencontre. Donc ça aussi, je trouve que c'est super intéressant. C'est finalement te dire, bah oui, j'ai peur des monstres, par exemple, avant de m'endormir. Plutôt que de dire, alors on me voit pas, hein, mais je vais pas regarder les monstres parce qu'ils me font vraiment trop peur. Ce qu'on va faire ensemble en consultation, c'est qu'on veut savoir la couleur des chaussettes du monstre, quoi. On va le regarder, mais à fond, quoi. Dans les yeux, je veux savoir s'il a une boucle d'oreille, quelle couleur sont ses yeux, voilà, comment il est. Alors, il y a beaucoup peur des voleurs, donc les voleurs, même chose. Et donc, vraiment, l'idée, c'est de rencontrer finalement ses peurs, rencontrer ses angoisses. Et donc, voilà. Et donc, en tant que parent, on a plutôt envie de tout fermer, de dire, oh non, on va penser à autre chose. Mais en fait, la peur, plus on l'éjecte, plus elle revient. Il y a d'ailleurs une phrase qui dit « Quand la peur frappe à ta porte, ouvre la porte et tu verras qu'il n'y a personne ». Et en fait, c'est exactement ça qu'on fait en consultation, c'est vraiment d'apprivoiser ces émotions. Et en fait, les émotions désagréables, comme la colère, même chose. Hein, on veut surtout pas qu'ils se mettent en colère. C'est terrible. Hein, et donc, on les oppresse, on fait tout pour... Tu te mets pas en colère, hein, tu fais pas de crise. Hein, et en fait, plus on fait ça, plus en fait, ils sont comme des cocottes minutes prêts à exploser. Moi, j'aime beaucoup prescrire le symptôme, prescrire la colère. Je trouve que... Alors, j'ai pas des enfants très vieux, donc j'ai pas une expérience, je sais pas jusqu'à quel âge ça va durer, mais moi j'aime beaucoup dire à ma fille, par exemple, à la sortie de la piscine, où ils sont bien fatigués, ils ont faim, vraiment, il y a aucun besoin qui est comblé, là. À ce moment-là, dans le vestiaire, ce qu'on a envie de dire, c'est si tu t'habilles vite, tu auras bien tout goûté, hein, donc on est en train vraiment de les oppresser et qu'ils fassent surtout pas de crise, donc en fait, la dernière chose à faire, donc moi ce que je dis, c'est soit tu t'habilles, soit tu fais une grosse crise. Et en fait, là, elle dit, bon, d'accord, ça va, je vais m'habiller. Je vais tester. Donc, c'est un conseil, vraiment, cette alternative stratégique où on prescrit le symptôme ou une alternative. Et en fait, l'enfant, il a l'impression qu'il est OK, quoi. Il est plus libre, finalement, d'être qui il est. Et au pire, il fait une crise. Hein. Donc, je veux dire, mais vous êtes prêt à pouvoir... à la recevoir. Voilà, à la recevoir. Ouais. Et vous n'êtes pas en train de tout faire pour qu'il ne la fasse pas. Et donc voilà, je dirais ça, c'est des petits outils faciles à mettre en place pour... voilà, ça ne nécessite pas de faire un master en psycho pour pouvoir traverser le quotidien et aussi, voilà, d'accueillir aussi en tant que parent ses propres émotions. Mmh. Et j'ai beaucoup de papas qui viennent maintenant me consulter, qui viennent d'abord avec leur enfant, puis ils disent en fait j'ai laissé mon fils à la maison, je viens pour moi parce que je me rends compte que moi je crie trop sur mes enfants. Et je veux plus être ce papa-là. Comment est-ce que je peux faire pour apprivoiser ma colère? Et donc, ça, je me dis, mais c'est quel beau cadeau, quoi. Il fait à son enfant et il se fait à lui-même. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment génial, quoi. Donc, ton rôle de psychoéducatrice, c'est vraiment d'aller chercher le potentiel en chacun sans mettre une étiquette dessus, sans qu'il rentre dans une case absurde. Alors, la question du diagnostic, moi, je la trouve quand même intéressante. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord dans le milieu de la psycho, mais moi, je trouve que de poser un diagnostic, ça explique beaucoup de choses. Et voilà, et ça permet simplement de se connaître et de se dire, OK, quand j'ai bien compris ça, je sais quelles sont mes forces, je sais quelles sont mes limites, et du coup, il y a des choses dans lesquelles je ne vais pas m'embarquer, et des choses dans lesquelles je vais m'embarquer parce que je sais que, voilà, avec ce mode d'emploi-là, je pourrais y arriver. Mais ça ne doit certainement pas définir l'enfant. Enfin, pour moi, c'est aussi anecdotique qu'un trouble de la vue. Ouais. Pour moi, ça doit être voilà, un myope, il sait qu'il est myope, il sait quelle paire de lunettes il doit mettre. Sans ça, voilà, il ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui va te différencier, du coup, en tant que psychoéducatrice, d'une logopède, d'une psychologue classique, entre guillemets, si je peux l'appeler comme ça, d'autres professions? Je dirais que les logopèdes, les neuropsychologues, les psychologues vont faire un bilan qui va donner lieu à un diagnostic avec l'aide du neuropédiatre ou du pédopsychiatre. Et du coup, ces enfants vont arriver chez moi parce que, bon, maintenant qu'on a quelque part objectivé le fait qu'il y avait un trouble, c'était très bien, mais voilà, il faut faire quelque chose. Et donc, moi, je vais vraiment être dans l'accompagnement des difficultés d'adaptation de l'enfant. Alors, donc, moi, j'ai souvent des enfants en troubles du comportement qui bavardent en classe, qui font des crises de colère, qui ne veulent pas travailler, où finalement tous les adultes sont très démunis autour de lui. Et donc l'idée, c'est vraiment de recharger les parents, de donner des moyens à l'enfant pour y arriver. Alors parfois, je ne suffis pas, qui ont besoin voilà, d'un soutien médicamenteux parfois pour pouvoir simplement avoir accès à leur cerveau qui est en désordre. Donc voilà. Mais l'idée, c'est ça. Et alors, de préserver l'estime de soi dans tout ça, ce qui n'est pas simple parce qu'ils sont engueulés toute la journée. Et je comprends, donc pas de jugement par rapport aux adultes, je comprends tout à fait qu'à un moment donné, on ne soit plus aussi patient qu'on aimerait l'être. Donc tu travailles vraiment en lien avec toutes ces autres professions qui accompagnent l'éducation. Tout à fait, ouais.
J'imagine qu'il n'y en a pas encore énormément de psychoéducatrices ou psychoéducateurs en Belgique. Est-ce que c'est un métier qui est reconnu? Alors, métier reconnu par la communauté française, non, parce que voilà, ça fait partie des démarches trop fastidieuses pour moi que j'y ai pensé. À un moment donné, je me suis dit, on va monter un master ou un bac en psychoéducation. Donc, j'avais même été rencontrer une haute école et tout ça. Et puis, en fait, voilà, moi, l'administratif, clairement, c'est pas ma force. Mon temps n'est pas extensible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une certification chez psychoéducation.be, où on a un parcours de 14 jours où on diffuse vraiment toute l'approche psychoéducative, qui est du coup aussi nourrie par une plateforme d'e-learning avec des professeurs québécois notamment qui interviennent, des psychoéducateurs du Québec qui interviennent aussi sur cette plateforme d'e-learning. Donc l'idée, c'est finalement de monter notre propre certification. Alors, de dire qu'ils sont psychoéducateurs, aujourd'hui, moi, je ne me sens pas... la légitimité de dire, voilà, vous êtes psychoéducateur après 14 jours de formation, alors que c'est un master au Québec. Mais c'est souvent des logopèdes, des psychologues, des neuropsychologues, c'est souvent des gens qui ont quand même fait un parcours universitaire qui viennent se former chez nous. Donc pour moi, ils peuvent dire qu'ils sont formés en psychoéducation, qu'ils sont formés à l'approche psychoéducative. Et c'est un vrai plus, parce que dans le cadre du TDAH, par exemple, on dit que le traitement le plus adéquat, c'est la psychoéducation couplée à une médication, par exemple. Donc, pour les TDAH sévères. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Donc parlons-en de psychoéducation, cette espèce d'écosystème, de projet complètement hallucinant, une plateforme, un podcast, un documentaire, une conférence, un spectacle, des formations. Le déclic vient d'où? Comment est-ce que tu t'es lancé dans cette aventure? Je dirais que je t'entends parler, voilà, ces deux hyperactives qui sont à la tête de ça. Et c'est ça les forces aussi de l'hyperactive. Enfin, donc quand je parlais des forces, c'est ça, c'est de se dire, OK, on ne se limite pas, on a de l'énergie à revendre, on croit à fond finalement à ce qu'on veut diffuser, quoi. On veut plus qu'il y ait des personnes qui mettent trop de fautes à la dictée d'un dyslexique. On veut plus que les enfants se disent en 6e primaire, je suis demeurée parce que j'ai 50% mon CEB. Ça, c'est vraiment des choses qu'on veut plus entendre. Je veux plus que des gens, finalement, se brident dans leur vie parce qu'ils n'ont pas réussi à l'école. En fait, voilà, il n'y a pas que les maths et le français dans la vie. Il y a tellement plus. Aujourd'hui, on sait que l'intelligence émotionnelle, elle est responsable de 80% de nos succès. Donc, l'idée pour moi, c'est ça, c'est de me dire, si tu t'ennuies à l'école, ta vie n'est pas fichue. J'ai vraiment envie que les gens comprennent ça, les parents le comprennent, que les enfants, les ados le comprennent, et que les enseignants puissent reconnaître aussi chez les enfants qui le voient. Enfin, il faut même se dire qu'un enfant en trouble d'apprentissage, c'est souvent un enfant très persévérant. Il fait quand même déjà 3/4 d'heure de devoir, là où les autres en font 1/4 d'heure. Donc, je veux dire, ils ont quand même des forces que d'autres n'ont pas encore eu besoin d'expérimenter. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et donc, on s'est dit, peu importe les moyens, quoi, on y va, quoi. Et donc, on dégaine. Et donc, au début, c'était de la formation et des grandes conférences. Et puis, comme le Covid est passé par là, tout ça s'est un peu cassé la figure. Donc, on a monté une plateforme d'e-learning où aussi, mais en fait, c'est infini, cette plateforme d'e-learning. On peut faire venir des spécialistes du monde entier. Et puis après ça, on a écrit un livre, en effet, parce que voilà, on avait envie quand même de diffuser aussi tout ce qu'on avait créé depuis. Et puis on s'est dit qu'on allait être une maison d'édition parce qu'on adore les albums jeunesse. Enfin, moi, j'adore ça en consultation. J'adore raconter des histoires. Mais parfois, voilà, rien à faire. Il y a des histoires qui nous touchent plus que d'autres. Et puis, j'ai aussi des problématiques, quoi. Et il y a eu beaucoup la problématique du harcèlement pendant des années où je me suis sentie impuissante et en même temps tellement révoltée par rapport à toutes ces histoires que j'entendais. Et donc, on s'est formé parce qu'on fait venir beaucoup de formateurs extérieurs. Et donc, on a édité un livre qui s'appelle « Au secours, il y a un rapace dans ma classe ». Et là, voilà, tout ça, c'est aussi très, très stimulant de se dire on crée des outils voilà, qui peuvent arriver dans les classes. Puis on s'est dit qu'on allait faire une gazette aussi, parce qu'en fait, on veut arriver dans les écoles avec des outils pédagogiques et des articles inspirants aussi, avec des portraits de décrocheurs qui ont réussi. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est aussi d'insuffler dans les écoles tout ça au travers de cette gazette et qui de est ce magnifique podcast. en plus. Super Merci, merci, c'est gentil. Donc, il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de limite, vraiment. Alors voilà, je dirais oui, c'est une force et c'est quand même un truc où il faut faire gaffe. Parce que voilà, pas de limite, on a tous nos limites. Dans une journée déjà. Exactement. Donc je dirais que ça, c'est peut-être ma limite, c'est que j'ai pas de limite, peut-être. Alors il y a une notion qui est très importante
importante dans psychoéducation.be. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. Moi, ça me parle beaucoup parce que dans les métiers qu'on a envie de mettre en avant avec J'aime mon métier, c'est vraiment une valeur qui est indispensable. Et ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, des métiers comme les psychologues, les neuropsys, comme psychoéducateurs, comme assistants sociaux, en fait, tous les métiers qu'on rencontre dans J'aime mon métier mettent en avant des valeurs qu'on ne mettait pas en avant il y a quelques années et qui font que on a vraiment ce contact vers l'autre qui est indispensable pour une société meilleure. Comment est-ce que tu définirais cette intelligence émotionnelle et puis pourquoi est-ce que vous en avez fait vraiment le centre de beaucoup de vos thématiques? Alors, l'intelligence émotionnelle, elle a été modélisée dans les années 70 par Daniel Goleman. Alors, si vous voulez lire ces livres, bonne chance. Ce sont 2 énormes briques hyper théoriques et très denses. Tu vas nous les rimer. Voilà, donc je vous fais une synthèse. Alors, moi, ça m'a vraiment... C'est Dany Beaulieu qui, en 2007, m'a dit « L'intelligence émotionnelle est responsable de 80% de nos succès ». Donc ça, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit « Le leadership, c'était donc ça ». C'est mesuré à l'embauche aux États-Unis. Et pourquoi? Parce que ça augmente la rentabilité de la boîte. Donc, si on a besoin de preuves, ben voilà, on en a. C'est de comprendre comment on fonctionne. Donc, il y a la conscience de soi. Ça veut dire quoi? C'est je sais quelles sont mes forces, je sais quelles sont mes vulnérabilités. C'est quand j'ai une émotion qui me traverse, je la comprends et j'ai une stratégie adaptée face à cette émotion. Et c'est ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et donc, la conscience de soi, c'est ça. Donc, c'est déjà un gros chantier, j'ai envie de dire, et c'est le chantier d'une vie, parce qu'évidemment, c'est pas linéaire, on se connaît pas du jour au lendemain pour toujours. Voilà, chaque journée, finalement, on apprend un petit peu plus sur soi. Donc ça, c'est la première composante. La deuxième, c'est la maîtrise de soi. Quand j'ai une angoisse, quand je suis en colère ou quand je suis très triste, l'idée, c'est pas contrôler, c'est vraiment c'est de pouvoir accueillir cette émotion et de pouvoir en faire quelque chose. Moi, j'aime beaucoup dire que les émotions, c'est une petite boussole intérieure qui nous donne la direction vers où aller. Et en fait, la maîtrise de soi, c'est ça. C'est vraiment se dire, OK, là, c'est trop pour moi, je m'arrête avant de craquer de l'intérieur, justement. Donc, l'idée, c'est pas de mordre sur sa chic ou de se dominer, comme on peut le dire parfois aux enfants. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout renverser sur son passage, parce que ça, c'est pas de la maîtrise de soi. D'accord? C'est pouvoir accueillir sa peur, c'est pouvoir, quand j'ai une colère, dire, en fait, vous savez quoi, les gars, je vais faire un tour, et de pouvoir justement rencontrer sa colère. Je dis souvent, donnez-lui un prénom. Moi, c'est Jacqueline. Et donc, salut Jacqueline, qu'est-ce qu'il y a? Et vraiment, de papoter avec Jacqueline, c'est de la maîtrise de soi, de pouvoir dealer avec elle. Elle n'est pas dangereuse, elle est un peu chiante, un peu encombrante. Mais donc voilà. Donc, la maîtrise de soi, c'est ça. D'accord. L'automotivation. L'automotivation, c'est pouvoir mobiliser ses émotions pour faire quelque chose qui est plus grand que soi. Mais il y a aussi des épreuves sur le chemin. Il y a des choses qui sont compliquées à gérer dans la vie. Et face à ces épreuves, on va avoir des émotions qui vont faire qu'on ne va pas abandonner, qu'on va aller chercher à l'intérieur de soi, dans ses ressources, de la force pour pouvoir maintenir le cap, si ce cap reste évidemment important et juste pour soi. Et puis, il y a l'empathie. L'empathie, c'est pouvoir comprendre le mode d'emploi de quelqu'un d'autre, même s'il est différent du nôtre. On peut comprendre vraiment des réalités qui sont vraiment très loin de la nôtre. Et ça, c'est super riche. Et alors, les relations interpersonnelles. Donc, on sait aujourd'hui que des relations interpersonnelles harmonieuses, c'est ce qui nous rend le plus heureux dans la vie. Et donc, il y a des personnes qui ont ça en eux. Les travailleurs sociaux, en l'occurrence, je pense, sont pas trop mauvais. Mais donc, il y en a qui, par contre, ne l'ont pas. Donc, moi, j'ai vraiment fait le constat dans ma consultation qu'il y en a qui n'ont aucune habileté relationnelle, qui ne savent pas, finalement, comment rentrer en contact, comment entamer une conversation, la terminer, faire un compliment, enfin des choses, recevoir un compliment, dire merci, dire bonjour, dire au revoir. Pour certains, c'est très compliqué. Et de pouvoir le développer, en fait, c'est quand même super intéressant. Donc voilà, l'intelligence émotionnelle, c'est tout ça. C'est vraiment être intelligent avec ses émotions, faire une utilisation intelligente de ses émotions qui sont vraiment comme des petits radars, comme des petits signaux à l'intérieur de nous qui nous disent va par là, ça c'est bien, par là peut-être pas, avec cette personne ok, avec comment tu peux dealer avec elle, il y a un conflit, qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment ce qu'on fait toute la journée en fait. J'imagine qu'en étant si authentique, tu vas aller aussi puiser dans ton énergie pour recharger les batteries des autres. Comment est-ce que tu peux gérer des situations plus délicates? Est-ce que tu as une anecdote justement à partager là-dessus avec
finalement des challenges en tant que psychoéducatrice que tu as pu vivre? Moi, je suis maman solo et je rencontre aussi beaucoup de mamans solo qui ont aussi des enfants à temps plein. C'est très compliqué de mener une carrière, d'avoir un rendement financier suffisant pour pouvoir prendre en charge tout ce qu'il faut prendre en charge. Et en plus, si on a des enfants à besoins spécifiques, outre les frais de logopédie, de psychologie, etc., il n'y a pas de moment pour se recharger, en fait. Et je me rends compte que ces mamans-là qui viennent me voir, là, je me dis, mais en fait, mes conseils, elles ne savent pas les appliquer. En fait, la société n'est pas conçue pour elles. Enfin, je ne sais pas, en fait. Je me sens vraiment impuissante et je sens leur impuissance, je sens leur épuisement. Elles ne peuvent pas lâcher parce que, elles ont leur petit coco qui est là, qui déborde dans tous les sens et elles débordent aussi et on les comprend tellement. Donc ça, c'est peut-être juste un partage plus politique, ou en tout cas un truc où je me dis, il y a quelque chose à faire. Une frustration, toi aussi, quoi. Je me dis, mais mon Dieu, quoi, c'est une injustice sociale. Ouais. Vraiment, je me dis, en fait, elle devrait avoir des allocations majorées, il devrait y avoir quelque chose, en tout cas pour elle. Alors, une anecdote, je raconte toujours la même, parce que je crois que c'est celle de ma carrière. C'est un petit garçon qui vient me voir, il a 7 ans à l'époque, et il a un niveau mathématique de 11 ans, et sa maman, galère un peu pour l'aider, et elle se rend compte qu'il faut qu'elle le mette dans une école à indice socio-économique 20, sinon, en fait, ça va pas marcher. Pour lui, il va être un délinquant de compétition. Et l'école m'appelle, je me souviens, au mois de novembre, et me dit, écoute, on va pas pouvoir le garder, ça va pas, quoi. Enfin, il fait des fucks à la maîtresse, il se barre en courant de la classe. La maîtresse, elle peut pas laisser ses 24 et courir derrière. Enfin, désolé, mais faut qu'on l'envoie en observation. L'observation, c'est très bien, hein, mais je veux dire, on sait que l'observation ne va pas revenir là après, on va le dégager en type 3, c'est évident. Donc, moi, je voyais le délinquant de compétition, si on faisait ça, c'était parti. Donc, je dis à la directrice, je dis, mais qu'est-ce que tu as besoin pour le garder ? Elle me dit, j'ai besoin de quelqu'un à temps plein. Donc, de nouveau, il ne faut pas avoir fait Solvay ou je sais quoi pour comprendre qu'une école primaire a besoin d'un éducateur dans son école, quel que soit son indice socio-économique d'ailleurs, pour pouvoir gérer, parce qu'il n'y en a pas qu'un qui se barre en courant de la classe. Enfin, je veux dire, même il y en a un qui est malade, un éducateur, j'ai pas l'impression, en tout cas, que ça soit luxueux comme demande. Alors moi, là, je ne sais pas ce qui me prend, mais j'ai commencé à écrire une lettre à tous mes abonnés en disant, voilà ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et donc, il y a plein de bénévoles qui se sont manifestés et qui, du coup, sont allés donc, du 15 novembre au 23 décembre dans cette école pour s'occuper de ce gamin. Donc, tous les jours, il y avait des gens qui débarquaient dans cette école gratuitement et pour finalement le recevoir si jamais il faisait une crise. Et puis ce gamin, à la fin, on fait un peu le bilan. Je me rends compte du chaos que j'ai un peu généré quand même dans l'école. Et donc, je dis, voilà. Et alors, il me dit, t'as fait tout ça pour moi ? Je dis, oui, j'ai fait tout ça pour toi. Je dis, alors, quoi, qu'est-ce que tu vas faire ? Ça va, je vais rester sage, maintenant, je vais me calmer. Et en fait, alors, je dis pas que ça a été parfait, mais en tout cas, il a terminé. Il a fait son CEB en 5e primaire, aujourd'hui en secondaire. Mais je crois qu'en tout cas, il a compris qu'il avait de la valeur. Il a compris qu'il y avait des gens qui étaient prêts à se bouger pour lui. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Il me dit, t'es quand même la meilleure. Hein. Je dis, mais non, je ne suis pas la meilleure. Il me dit, mais toi, t'es quand même chiant aussi parfois. Il faut quand même se le dire. Et ça, j'ai pas peur de lui dire. Je dis, parce que franchement, quand je vois le remarque dans ton journal de classe, moi, je suis pas fière par contre. Et donc, d'avoir un lien suffisamment fort avec des enfants comme ça pour leur dire, me permettre de leur dire, c'est quand même un peu chiant, pour qu'ils aient quand même un peu envie de dire, ok, là, je l'ai déçu, donc il faut que je fasse mieux. Je vais donner le meilleur de moi-même. Voilà. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça. C'est vraiment cette double corde qui est toujours à tirer et à sentir, parce que c'est pas théorique, c'est vraiment du feeling. C'est vraiment, je dirais, le travail de tout travailleur social, c'est de comprendre, c'est de pouvoir vraiment dire, je suis très exigeante pour toi, je t'aime, mais je t'aime énormément. Et quand tu m'emmerdes, en fait, je te le dis aussi, je me permets de te le dire, parce que voilà, c'est important que tu te corriges, que tu puisses te dépasser. Ça résume bien ce que tu fais. Et surtout, ça montre la communauté que tu as fédérée depuis quelques années, qui est assez hallucinante, parce qu'en fait, tu parles autant aux parents qu'aux professionnels, que parfois aux enfants aussi. Et les gens qui te suivent et qui vous suivent, évidemment, avec ton associé, c'est complètement fou, ce que vous avez réussi à faire. Donc, ça ne m'étonne pas que tu lèves des bénévoles. Voilà, je ne peux pas faire ça pour tous mes patients, je précise. Et toi qui es justement en contact avec tellement de professionnels, des logopèdes, avec des éducateurs, peut-être avec des assistants sociaux un peu au quotidien,
Qu'est-ce que tu aurais envie de partager par rapport à cette fameuse campagne J'aime mon métier ? J'ai l'impression, voilà, clairement, d'être reconnue par mes pairs, que ce soit professionnels, enseignants ou même, voilà, beaucoup de mamans hein, aussi autour de moi et papa aussi qui du coup se disent, bah oui, en fait, merci, c'est super. En fait, on ressent quand même énormément de gratitude. Donc ça, pour moi, c'est parfois le meilleur des salaires, hein, d'avoir un gamin qui n'a plus peur de prendre sa douche tout seul. Moi, je suis trop contente. Donc, je dirais, moi, je me mets pas dans un métier qui n'existe pas. Je me mets, voilà, dans la bande des psychologues et des neuropsychologues. Je dirais qu'on travaille, voilà, plus ou moins dans le même secteur. C'est plus valorisé qu'il y a 20 ans. Je dirais qu'aujourd'hui, ces métiers-là, quand j'ai fait psycho, on me disait, oh, tu vas faire psycho, c'est bouché. C'est un peu ce qu'on me disait. Aujourd'hui, psycho, en fait, c'est pas bouché. Clairement, il y a du travail. Alors, plus comme indépendant, comme employé, parce que, voilà, l'argent public. Je pense que si on veut ouvrir son cabinet aujourd'hui, voilà, c'est bien fichu. Le fait d'être plusieurs professionnels dans un même endroit et de s'envoyer des patients, je crois qu'il y a une détresse réelle dans la société et aussi, je pense, un aveu. Voilà, de se dire, oui, j'ai mes limites, j'y arrive plus. Ces papas qui en ont marre de se fâcher sur leurs enfants. Il y a 20 ans, ils n'existaient pas. Hein. Ils continuaient de se fâcher sur leurs enfants, et tant pis. Là, il y a vraiment des vrais questionnements. Je pense que c'est sans doute des papas qui ont eux-mêmes vécu un papa qui se fâchait. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'ils sont là. C'est ça. Et veulent rompre la boucle. Et donc, du travail, vraiment, je crois qu'en tant que psy, il y en a. Donc, je dirais qu'on a une belle reconnaissance de nos patients. Du travail, on n'en manque pas. Et donc, oui, moi, c'est un métier, en tout cas, que je recommande à tout qui. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de limite, quoi. Donc... Quelles seraient les qualités ou les traits de personnalité que tu penses qu'il faudrait être ou avoir pour être psychoéducatrice ? Alors, il faut éducateur. Je dirais sociable et ouvert d'esprit, créatif. Parce que voilà, il faut toujours créer des nouvelles méthodes. Il ne faut jamais se dire on n'a pas qu'une méthode. Ouais, il y a clairement, plus il faut pouvoir aussi être flexible, pouvoir surfer sur des modes d'emploi parfois différents. Pouvoir dire là, je me suis plantée, il faut que je prenne un autre chemin. Et je dirais humble peut-être quand même, de dire qu'on n'a pas tout en soi et ouvert finalement. Oui, moi je dirais cette écoute de l'autre qui ne pense parfois pas comme toi ou parfois qui peut être surprenante. En fait, de se dire, allez, on est dans un échange, quoi. C'est pas moi qui sais tout et qui vais tout enseigner. Il y a je pense, des allers-retours dans la relation qui fait que on grandit tout le temps et que notre métier n'est jamais le même. Du lundi au vendredi. Mille merci en tout cas de nous avoir présenté ce métier complètement fascinant. Est-ce que pour terminer, tu aurais un livre, un film qui pourrait nous aider à se mettre dans tes baskets le temps de quelques minutes ? Alors, un film qui résume très bien, alors je ne dis pas que c'est aussi trash que ce que c'est dans le film, mais ça, c'est un film québécois, donc du coup, voilà, c'est le film Mommy, avec un jeune en trouble du comportement, sa maman qui est débordée et tout le système d'intervenants qui est autour. Donc ça, c'est un film que je vous recommande, qui est magnifique, qui est voilà, chargé émotionnellement, mais magnifique. Et un livre, le nôtre, hein, L'intelligence émotionnelle en pratique, où vraiment, c'est un recueil d'outils pour développer l'intelligence émotionnelle à destination des adultes, mais avec plein d'outils qu'on peut expérimenter avec les enfants également. Mille merci Valentine, voilà, on mettra tous ces liens dans le podcast. Trop chouette. Bonne continuation et à bientôt. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment ? En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de J'aime mon métier, www.j'aimemonmétier.be. Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt.